Bonjour à tous les Vetters, je suis Patrick de Vetted. Aujourd'hui, nous allons parler de ceci. Son un nouveau lanceur d'alerte qui est nouvellement identifié et qui pourrait bientôt se manifester publiquement. Et c'est qu'ils utilisent quelque chose à la fin pour dire à des gens comme vous, c'est pourquoi nous ne pouvons pas vous révéler tous les détails sur ce sujet. Ah, j'ai eu mon moment de vérité. J'étais dans le tunnel et quelqu'un, qui m'a vraiment choqué, est venu me voir et m'a dit, Burcham, il a dit, tu veux vraiment faire ça? Tu veux vraiment bouleverser tout ça? Très bien, Vetters, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton j'aime, ça aide vraiment les vidéos. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonneur, cliquez sur le bouton s'abonner. Les amis, j'essaie d'atteindre 100 000 abonnés d'ici la fin de l'année et il ne nous reste plus beaucoup de temps. Très bien, Vetters, avant de commencer, je voulais juste dire que je reviens d'une projection en Écosse pour voir le premier montage du documentaire Psionex et c'est incroyable. Elle sortira en 2026 et j'ai vraiment hâte de le partager. Et nous allons diffuser en avant-première la bande-annonce de notre documentaire ce lundi à 8 heures du matin, heure du centre des États-Unis. Alors, soyez bien à l'affût. Très bien, chers Vetters, de quoi est-il question dans cette vidéo aujourd'hui? Eh bien, nous avons beaucoup de choses à décortiquer ici, car cette toute nouvelle interview vient tout juste de sortir avec le représentant Eric Burleson. Et cela m'a vraiment fait réfléchir, alors nous allons explorer un sujet un peu complexe aujourd'hui. Mais avant toute chose, commençons par cette interview d'Eric Burleson, réalisée par Matt Lazaro pour Ascapol UAP. Avez-vous eu des nouvelles concernant ces interrogatoires? On n'a pas de retour. Non, est-ce que tu vas redoubler cet effort pour la nouvelle année ou quelque chose comme ça? Nous sommes en train de faire, là, en ce moment, je demande à mon équipe de procéder à une réévaluation de où nous en sommes, ce que nous avons réalisé, quelles sont les choses qu'il nous reste à faire ou quels sont les leviers sur lesquels nous devons agir. Donc, je demande à Grush de bien vouloir préparer cette synthèse de fin d'année. Vous savez, parce que beaucoup est, je veux dire, c'est un peu confus et il y a tellement de choses. Est-ce qu'il fera toujours partie de votre personnel l'année prochaine? Comment ça s'est passé? À l'heure actuelle, je veux dire, on sera déjà bien avancé dans l'année prochaine. Je ne sais pas jusqu'où exactement, mais... Oui. Ça dépend si on a d'autres audiences pour lesquelles on doit être préparé. Des choses comme ça. Bon, alors il semblerait que, tout d'abord, David Grush va nous préparer un récapitulatif de fin d'année, si l'on peut dire, n'est-ce pas? Où en sommes-nous? Qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que nous avons accompli? Et qu'est-ce qu'il nous reste à accomplir? Je me demande ce que ça va donner, hein? Et on dirait que Grush va aussi continuer l'année prochaine. Pas sûr jusqu'où, hein? Donc, c'est intéressant. Et puis, qu'est-ce qui va se passer une fois que Grush sera parti? Où tout ça mène exactement, hein? C'est ça qui m'intéresse vraiment. Parce que cette vidéo, ça ne s'annonce pas plus optimiste. Savez-vous, j'ai entendu dire qu'une deuxième audience était prévue pour la fin de cette année ou le début de la prochaine? Potentiellement. Pour l'instant, nous nous concentrons à trouver des personnes en coulisses, vous savez, qui pourraient se sentir à l'aise de parler, qui ne sont pas habitués, qui ne seraient pas à l'aise de se dévoiler publiquement en ce moment. Il y a une personne, nouveau lanceur d'alerte sur laquelle nous avons une piste et qui pourrait se manifester publiquement. Intéressant. Et donc, quand nous observons cette situation? C'est donc pour cette raison que vous vouliez qu'il soit dans un skiff en premier? Juste ce avec quoi ils se sentent le plus à l'aise. Alors, audition sur les ovnis d'ici la fin de l'année. Hein? Il ne nous reste plus beaucoup de temps. C'est un peu comme moi qui essaie d'atteindre mes 100 000 abonnés d'ici la fin de l'année en seulement 10 jours. Vous savez, ça n'arrivera probablement pas. Il est vrai que j'ai dû prendre une semaine de congé pour terminer des choses pour le documentaire et je n'ai pas pu publier de vidéo, à part celle sur la bande-annonce de Spielberg. Mais bon, ce n'est pas le sujet. Des choses se mettent en travers, des imprévus surviennent. Je dois l'admettre, ça m'est arrivé aussi, pas vrai? Alors, on pense vraiment qu'il y aura une audition sur les ovnis d'ici la fin de l'année? Non, l'année prochaine, peut-être. On en parle un peu, mais bon, ça n'a pas vraiment l'air de... C'est un peu comme, vous comprenez? On a un hamster à deux pattes dans cette roue, essentiellement. Vous savez, il faut le dire. Et ils ont maintenant un tout nouveau lanceur d'alerte avec qui ils mènent des entretiens approfondis qui pourraient très prochainement se manifester publiquement et dont les... non. Enfin, c'est juste, de quoi parle-t-on? Qu'est devenu tous ces lanceurs d'alerte directs, non? Dont on a parlé? Je viens tout juste de faire une vidéo à ce sujet, n'est-ce pas? À propos de ces témoignages de première main dont James Fox a parlé, dont il a affirmé avoir discuté avec Eric Burleson en septembre dernier, n'est-ce pas? Et donc, mais c'est Grush qui en fait mène des auditions à huis clos. Oh, absolument, oui. J'ai parlé à Burleson. J'ai parlé au député Burleson l'autre jour lors de la dernière audition parlementaire à laquelle j'ai assisté. Et je lui ai dit, alors, vous avez enfin pu entrer dans un skiff avec Grush? Il a répondu, oh, oui.
Oui, on l'a fait. Il dit, j'en suis ressorti avec une autre vision de la vie. Oui, ça vient d'arriver. Oui, donc ça se passe. Ça se passe en ce moment. Et je me souviens avoir parlé à des gens qui étaient dans ce skiff. Je suppose que je peux utiliser son nom parce qu'il est dans le film. Kirk McConnell, comité sénatorial des forces armées, enquêtant sur les ovnis dans le cadre de leur budget, cherchant le programme de récupération des épaves, blablabla. Bla, 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 bla. Et il a siégé avec des sénateurs. Je sais quel sénateur se trouvait dans ce skiff avec lui, et je connais certains des détails qui nous ont été fournis. C'est comme des adresses de rue. Voilà qui est là, voilà où c'est, voilà où sont les laboratoires. Oui, voici les noms. Je suis en train de m'en occuper moi-même. Je suis en bas, au laboratoire. Incroyable. Peut-être 12 jusqu'à présent, peut-être plus, mais des gens, des témoins directs, pas de seconde main. Non, mon cousin a raconté, je suis en train d'y travailler. Oui. Tu regardes les données réelles? Je travaille dessus de mes propres mains. Oui. Je dirais que c'est quelque part entre 7 et 12. Je n'ai pas eu de chiffre exact pour ça. C'est en train de se passer en ce moment. Ce truc est tellement déroutant, n'est-ce pas? Sur où nous en sommes, où nous allons, ce qui se passe, et on en revient toujours à, on est bloqué à chaque étape. Je ne sais pas si c'est entièrement vrai. Peut-être que ça arrive. Je suis sûr qu'on va en parler dans cette vidéo, mais je pense qu'il y a juste les gens ne consacrent pas beaucoup de temps à ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste le genre de choses. Et on dirait qu'il n'y a pas autant de personnes qui se manifestent qu'ils ne le laissent entendre, n'est-ce pas? Je ne sais pas. C'est juste que c'est toujours la faute de tout le monde, sauf des gens qui travaillent là-dessus, tu sais? C'est comme, il faut bien prendre ses responsabilités personnelles à un moment donné, tu sais? Si je ne sors pas de vidéo, c'est ma faute. Je ne peux pas blâmer ceci, cela ou encore autre chose. Tu sais, si je n'atteins pas les 100 000 abonnés d'ici la fin de l'année, ce sera ma faute. Je n'ai pas pris le temps nécessaire pour les vidéos. Oui, j'avais d'autres choses à faire, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fin de compte, la faute m'en revient, n'est-ce pas? Alors, je ne sais pas. C'est vraiment très décevant, surtout quand on entend ça. Et qu'en dites-vous? Ton documentaire Disclosure a-t-il eu un impact là-bas? Est-ce que d'autres de tes collègues l'ont mentionné ou... Moi, tu sais, j'espérais que ça se produirait, mais non. Tout à fait. Pourtant, ce n'est pas le cas. Alors regardez, personne ne parle du documentaire Agent Disclosure. Personne ne l'a vu. Personne ne s'en soucie. Personne ne s'en soucie, n'est-ce pas? Ça ne va pas apporter la divulgation, comme l'avait dit le réalisateur Dan Farah, n'est-ce pas? Et regardez, je comprends qu'on veuille faire un documentaire. J'ai moi-même participé à en faire un. Mais je ne promets absolument pas que ça va amener la révélation, la vérité, ceci, cela ou quoi que ce soit. Non, c'est tellement... Vous vous préparez juste à l'échec, je crois, à ce stade. Et maintenant, ça va être un gros fiasco, n'est-ce pas? Encore une fois, tu as invité tout le monde à la fête et puis tu as servi de punch au goût de merde. Personne n'en veut, n'est-ce pas? Tout le monde s'en va. Tu as dit qu'un DJ allait passer de la musique et tu te pointes avec ton neveu et son kazoo, n'est-ce pas? Alors, tu sais, on n'était tout simplement pas prêts pour la fête. Et je me dis, oh là là, c'est juste... écoute, je veux vraiment être optimiste. Surtout pendant cette période de fête, c'est Noël, n'est-ce pas? Soyons optimistes. Mais je ne sais pas, on va juste recommencer en 2026 avec les mêmes vieilles habitudes, n'est-ce pas? Quand aura lieu la prochaine audience. Vous êtes d'accord? Il est probable que ce ne soit pas avant septembre, ou même l'année prochaine. D'ici 1 an, à peu près. Ça ne cesse pas. Il va falloir attendre et voir ce qui va se passer et voir où tout cela va nous mener. Mais continuons, car la situation a tendance à s'aggraver. L'homme que vous êtes sur le point de rencontrer n'a jamais révélé son identité, son visage, son grade ou son nom à la télévision auparavant. Et il le fait au péril de sa vie et de celle de sa famille. Il a passé des années dans l'armée des États-Unis à travailler sur des programmes spéciaux classifiés concernant les ovnis et l'espace. Et oui, il a travaillé sur la base lunaire et sur les immenses bases océaniques souterraines. Alors, ce que vous êtes sur le point de voir, personnellement, je crois, pourrait avoir des implications absolument massives pour l'avenir de la divulgation des ovnis, et ce, à de nombreux niveaux, allant des technologies de pointe que nous détenons, comme ces fameux lits médicaux. Vous vous rappelez que Donald Trump avait même tweeté à ce sujet, à propos de ces lits médicaux, avant de supprimer subitement son tweet? Oui, ces appareils sont capables de guérir les corps humains en seulement quelques heures. Ou bien, qu'en est-il de ces bases secrètes sur la Lune et des bases secrètes sous l'océan? Vous savez, ou des extraterrestres qui travaillent actuellement avec notre gouvernement. Alors, ce que vous êtes sur le point de voir dans cette interview pourrait nous faire avancer vers une divulgation complète des ovnis. Je veux dire, est-ce que ce sont ce genre de lanceurs d'alerte dont il parle? Parce que c'est le gars là, avec qui, vous savez, ce type de Redacted parle, Clayton Morris. Vous savez, ce gars a fait partie d'une mission lunaire secrète. Il a travaillé sur la Lune. Il a travaillé dans l'espace. Je veux dire, ce sont ces types de missions spatiales, vous savez. Et je vais probablement couvrir cette interview parce que ça devient dingue, mec. Il nous montre des vidéos, des photos de choses qui ne sont vraiment pas terribles, pour être tout à fait honnête avec vous, n'est-ce pas? Et écoutez, je comprends bien qu'il est difficile de bien capter certaines choses à la caméra.
j'ai vécu ça moi-même. Mais tout ça pourrait être pardonné s'il avait juste dit, eh bien, j'ai vu des choses, j'ai pris des photos, je sais pas. Mais non, il est parti en mission lunaire secrète et en mission spatiale secrète. Il est probablement allé sur Mars. De quoi on parle là? J'espère sincèrement que ce ne sont pas le genre de lanceurs d'alerte dont Eric Burleson parle. Bon, alors, écoutez, passons à la suite parce que j'ai quelques extraits du podcast Weaponized. Jeremy Corbell, George Knapp, ils se sont entretenus avec la représentante Anna Paulina Luna, Tim Burchett et Eric Burleson, et des choses encore plus incroyables ont été dites. Et Jeremy Corbell, vous savez, va exprimer des frustrations en essayant d'ouvrir des portes, n'est-ce pas? Et faire avancer les choses. Mais encore une fois, on dirait qu'on répète la même chose encore et encore depuis des années. Je veux dire, j'ai l'impression d'avoir un rôle avec le Congrès dès la première audience. Vous savez, ils ont appelé pour savoir ce qu'ils ignoraient. Et bam! Je travaille à chaque fois des mois entiers avec eux, faisant des centaines d'appels et de vidéos et aidant au contrôle. Donc, je sens que j'ai beaucoup travaillé avec eux. Je fais vraiment confiance à ces gens. Au début, c'était juste moi et Burchett qui mettions la main à la pâte. Mais maintenant, avec la nouvelle équipe spéciale, donc c'est le groupe de travail du comité de surveillance de la Chambre sur la déclassification des secrets fédéraux. Et la députée Luna en est la responsable, mais elle voulait vraiment que les autres soient avec nous, car ils font beaucoup de travail, donc le député Burleson et le député Burchett. Or, écoutez, comme vous l'avez dit, nous n'avions pas eu d'audience depuis plus de 50 ans. Je ne pense pas qu'il y ait de fatigue des audiences. Je voudrais intervenir avec mon opinion là-dessus. J'entends bien qu'ils disent avoir eu beaucoup d'excellents témoins, mais je sais qu'ils sont bloqués quand il s'agit de preuves d'enregistrement vidéo. Ils ont demandé l'accès aux archives d'enregistrement d'UAP dont nous savons qu'elles existent. Nous avons été exposés à beaucoup de ça et on leur refuse l'accès, ça est le pouvoir d'assignation. Ils n'ont encore assigné personne et ils ont été les champions de la divulgation. Mais la question est, quelle est la prochaine étape? Est-ce juste d'avoir plus de monde, des témoins, pour leur dire « cherchez ici, cherchez là » Non, l'étape suivante, ce sont les preuves. C'est une action qui découle de ce qu'ils ont déjà entendu des gens. Vous avez lâché tellement de bombes, des noms précis. Vous leur avez fourni les noms des gardiens des programmes d'OVNI. Ils ont du pain sur la planche. Ils vont devoir forcer des portes. Et j'ai le sentiment qu'ils veulent le faire. Et j'ai le sentiment qu'ils le feront. Mais je pense que ce que vous ressentez est quelque chose que nous avons ressenti, un peu de fatigue. Il faut vraiment forcer les choses, bousculer les portes pour pouvoir avancer sur ce sujet. Alors d'accord, je comprends bien. Vous faites face à une certaine opposition, n'est-ce pas? Vous rencontrez de la résistance. Et la représentante Anna Paulina Luna nous l'explique. Mais je leur parlais juste de la première audience que nous avions eue. Et pour faire court, vous savez, nous avons ensuite été assez agressifs dans le suivi, spécifiquement avec le département de la guerre, dans un domaine particulier où l'on nous avait dit qu'une grande partie de ces images seraient conservées. Et bien sûr, je laisserai les autres représentants vous dire ce qui s'est passé et je suis sûre que vous pouvez déjà l'imaginer, mais l'accès nous a été refusé. Donc, vous savez, mon point est le suivant. Écoutez, si vous examinez cela d'un point de vue strictement scientifique ou d'une perspective strictement liée à la défense et que des membres du Congrès demandent à consulter des images et qu'on leur en refuse constamment l'accès, pourquoi déployer tout cet effort orchestré pour bloquer, faire obstruction, empêcher que l'information ne sorte si ce n'est pas réel? Je veux dire, comme je vais le montrer plus tard dans cette vidéo, il pourrait y avoir de nombreuses raisons pour lesquelles vous n'êtes pas autorisé à voir certaines de ces choses. Mais regardez, peut-être qu'il y a quelque chose là. Mais l'argument selon lequel il n'y a rien là ou qu'il y a quelque chose là, juste parce que pourquoi ferait-il ça? Encore une fois, ça ne peut pas être la raison. Ça ne peut pas être notre meilleure preuve. Il n'y a aucune chance qu'il mente. Pourquoi nous mettrait-il des bâtons dans les roues s'il n'y a rien là? Eh bien, parce que peut-être que vous essayez de découvrir une technologie avancée que nous possédons réellement, vous savez, et ils ne peuvent absolument pas vous le dire. Encore une fois, comme je vais vous le montrer plus tard dans cette vidéo. Et maintenant, passons aux bases d'OVNI sous-marines, tout comme ce lanceur d'alerte de l'émission Redacted qui, apparemment, avait travaillé dans certaines d'entre elles. Oui. Député Burchett, vous savez, vous vous battez bec et ongle sur ce sujet et je sais que c'est parfois frustrant. Récemment, vous avez évoqué avoir été informé de l'existence de bases sous-marines et de choses de ce genre. Avez-vous trouvé, lorsque vous avez été informé de cela, que la personne était crédible et est-ce quelque chose sur lequel on peut agir? Oui, je l'ai fait, effectivement. Bon, Monsieur Burchett, et regardez, pour être franc, j'adore Tim Burchett. Sa personnalité, elle me plaît énormément. Vous savez, c'est juste un bon vieux gars du Sud qui dit les choses telles qu'elles sont. Hein? Il admet lui-même qu'il peut devenir un peu émotif à ce propos, et ça, je le respecte. Il est un peu passionné. Je respecte tout à fait cela, mais une grande partie de moi pense qu'il s'y attarde un peu trop. Mais en même temps, je pense que c'est normal de s'y intéresser, non? Parce qu'il dit toujours si c'est vrai, ceci et cela. Donc, je respecte ça
chez lui et je pense que beaucoup de gens lui ajoutent, vous savez, des choses qu'il dit. Alors, explorons un peu ce qu'il dit et une partie de cela pourrait être de son manque de connaissances ou d'expérience dans certains domaines, n'est-ce pas? C'est comme si on attendait de ces membres du Congrès qu'ils soient aussi des scientifiques. Ils ne le sont pas. N'est-ce pas? Mais il faut les écouter. Vous savez, j'ai eu l'occasion de parler à plusieurs personnes et rien que les chiffres, quand vous mentionnez que les observations se produisent au-dessus de l'océan et qu'ensuite on fait un peu plus de recherche, on découvre que beaucoup de ces zones sont des zones d'eau très très profondes. Nous en avons 5 ou 6 de ce type. Je n'ai pas suffisamment de connaissances sur l'océan, évidemment. Nous savons, comme je l'ai dit maintes fois, nous en savons plus sur la surface de la Lune que sur le fond de cet océan, mais ces choses se produisent au-dessus de zones d'eau très très profondes. Et nous avons des témoignages et des gens qui nous disent qu'ils ont détecté au sonar quelque chose d'aussi grand qu'un sacré terrain de football allant à 320 km/h sous l'eau. Et vous savez, je tire avec des armes occasionnellement, mais si je suis assis au bord d'une piscine, disons que j'ai un calibre 45 et une piscine de 30 pieds et que je tire, le projectile ne parviendra probablement même pas à atteindre la paroi opposée de la piscine sous l'eau. Je veux dire, vous savez, c'est quelque chose que nous ne comprenons pas et pourtant nous avons continuellement caché ces choses et ne les avons pas rendues publiques. Et il doit y avoir une raison à cela et je ne pense pas que ce soit la nôtre parce que nous pouvons mettre quelque chose à environ 30, peut-être 40 miles par heure sous l'eau. Nous avons probablement quelque chose d'un peu plus rapide, mais c'est quelque chose d'exponentiellement plus rapide que ce que nous pouvons comprendre. Aussi, oui, c'est un exemple tout à fait parfait, n'est-ce pas? L'exemple de Tim Burchett, celui de tirer avec une arme à feu sous l'eau. J'ai personnellement fait quelques recherches à ce sujet et je vais vous faire découvrir un mot que vous n'avez probablement jamais entendu, la supercavitation. Maintenant, vous vous demandez peut-être qu'est-ce que ça? Ne vous inquiétez pas, on va y venir. Mais pour reprendre l'exemple de Tim Burchett, vous savez, tirer avec un pistolet sous l'eau, n'est-ce pas? Ça ne va presque nulle part, peu importe. C'est une chose courante, n'est-ce pas? Eh bien, devinez quoi? Ça remonte à des années, d'ailleurs. Jette un œil à cette vidéo. Vous voyez, ce sont des balles supercavitantes. Et nous allons revenir plus en détail sur ce que cela signifie exactement. Mais cette balle se déplace à une très, très grande vitesse. Cette balle supercavitante peut paraître très avancée, mais elle ne fait en réalité que reproduire le principe de conception de la torpille supercavitante qui fut développée par l'Union soviétique dans les années 1970. Alors que la balle nécessite une certaine technicité pour stabiliser et maintenir la bulle de cavitation, la torpille, elle, maintient la supercavitation en créant en interne des bulles supplémentaires au niveau de son nez. À la différence des torpilles, dont l'efficacité se limite au milieu aquatique, ces projectiles sont conçus pour être polyvalents et s'adapter à de multiples environnements. Ils peuvent ainsi fonctionner sans aucun problème, que ce soit en passant de l'air à l'eau ou de l'eau à l'air, mais aussi de l'air à l'air ou encore de l'eau à l'eau. Eh bien voilà, c'est ce qu'ils font. Et ce ne sont que des balles. Ça, c'est basé sur la technologie des torpilles des années 70, non? Mais Tim Burchett n'est tout simplement pas au courant de ça, non? Comme je vais continuer à le montrer. En 1977, l'Union soviétique a introduit une torpille appelée VA-111 Sigval. Alors, qu'est-ce qui est si spécial? Les torpilles normales voyagent à 35 nœuds, soit 65 km par heure. Mais le Sigval voyageait à 200 nœuds, soit 370 km par heure. Mais comment est-ce possible? Le Sigval utilise le principe de la supercavitation. Le Sigval est lancé à vitesse normale à l'aide d'une hélice. Après un certain temps, une fusée accélère la torpille jusqu'à la vitesse de cavitation. Alors, une bulle assez grande pour couvrir les 26 pieds entiers de la torpille se forme. Cette bulle isole la torpille de la traînée causée par l'eau, lui permettant de voyager à 370 km par heure. Mais maintenir cette bulle est difficile, donc la portée de Sigval est limitée à seulement 15 km. Bien sûr, il voudrait me protéger cela, n'est-ce pas? Parce que nos adversaires possèdent ce genre de technologie. L'Iran, la Chine, la Russie. Encore une fois, c'est comme si vous ne le saviez pas. Alors c'est ce que vous penseriez, n'est-ce pas? C'est vraiment tout ce qu'il y a. C'est un peu comme à l'époque où les gens levaient les yeux vers le soleil et on faisait une sorte de dieu, n'est-ce pas? Chaque chose était une divinité il y a des milliards et des milliards d'années parce que nous ne comprenions pas le monde qui nous entourait, n'est-ce pas? Alors on a attribué, le dieu soleil, le dieu nuage, le dieu de ceci, le dieu roche, vous savez.
Parce qu'on ne comprenait pas. Mais après, on découvre. D'accord. Juste une étoile, c'est ça. Une énorme étoile. Et de l'énergie. Mais ça, peu importe, hein. Plus nous en apprenons, plus le dieu des lacunes se réduit. Les lacunes se réduisent, n'est-ce pas? Donc, essentiellement, c'est tout ce dont il s'agit. Ce n'est que le dieu des lacunes appliqué aux êtres humains. Je veux dire, je ne sais pas tout. Personne ne sait tout, n'est-ce pas? Je veux dire, Chas Timberchet en sait probablement plus que moi, mais ça demande un peu de recherche. Mais encore une fois, il n'a pas le temps pour ça. Et les recherches qu'il fait probablement, ce sont juste des gens qui lui racontent des choses, n'est-ce pas? Mais il n'a jamais entendu parler de supercavitation. Et nous, il y a en fait des choses qui peuvent aller si vite sous l'eau. Imaginez ce sur quoi nous travaillons maintenant. Je veux dire, regardez ce sur quoi la Corée travaille. Est-ce qu'ils vous ont partagé quelques-unes des données de performance concernant la Torpiosa? L'ADD a été clairement démontré ici que la vitesse de ce véhicule sous-marin à supercavitation serait de l'ordre de 3 à 4 fois la vitesse traditionnelle d'une torpille, ce qui est une performance assez remarquable comparée aux autres systèmes d'armement. Wow, je veux dire, ce sont des chiffres vraiment très impressionnants car, encore une fois, il s'agit d'un engin sous-marin, une arme sous-marine pour atteindre de telles vitesses. L'ingénieur nous a expliqué qu'il y a un système pyrotechnique à l'avant et à l'arrière. À l'avant, il y a un système qui génère des bulles pour envelopper la torpille, des bulles de gaz, des bulles d'air, ce qui réduit considérablement la friction. Et à l'arrière, il y a un propulseur, un moteur de fusée pour ainsi dire, qui pousse la torpille pour qu'elle atteigne la vitesse souhaitée. Oui, d'accord? Et c'est ce qu'ils sont en train de présenter lors d'une exposition destinée au grand public, n'est-ce pas? Voici un essai de cette torpille sous l'eau. La vidéo est courte parce que c'est très rapide. Oui, il existe des choses qui peuvent se déplacer à une vitesse incroyable sous l'eau, bien plus que vous ne l'imagineriez. Et vous vous dites peut-être, oui, mais il parle de choses de la taille de terrain de football, et c'est ce que les gens ont vu sous l'eau. D'accord, mais qu'en est-il des sous-marins? On est probablement en train de travailler là-dessus aussi. Jette un coup d'œil à ça. Les sous-marins à supercavitation sont des véhicules sous-marins théoriques et expérimentaux avancés conçus pour voyager à des vitesses extrêmes, potentiellement supérieures à 750 miles par heure, en créant une bulle de gaz autour de leur coque afin de réduire considérablement la traînée de l'eau. Bien que cette technologie soit actuellement appliquée aux torpilles à grande vitesse, son application à des sous-marins habités de taille réelle fait face à des défis majeurs en matière d'ingénierie et de furtivité. Bien que pas encore utilisée pour des submersibles habités ou non de taille normale, des chercheurs chinois étudient cette technologie. Oui, et nous aussi, parce que je me souviens avoir interviewé Nick Pope une fois juste quand j'ai commencé Vetted et il a mentionné la supercavitation. Il a dit, je dois faire attention à ça. C'est genre des trucs classifiés. Donc, encore une fois, il se passe beaucoup de choses. Et oui, ces OSNI sont extrêmement intéressants. Et encore une fois, c'est pour se déplacer à une telle vitesse. Je veux dire, je crois qu'on aborde là des sujets qui sont probablement classifiés et je ne peux pas vraiment entrer dans les détails. Mais si les gens font des recherches sur le terme supercavitation, c'est l'un des saints Graal pour vous savez, les gens de la marine. Ce sont les sous-marins et les torpilles à supercavitation. Manifestement, la résistance à l'eau est un très gros problème. Ça veut dire quoi? Ce mot veut dire quoi? C'est une façon de manière efficace. Bon, encore une fois, vous savez quoi? Je ferais mieux d'être prudent car je ne sais pas à quel point c'est classifié et ce qui ne l'est pas. Mais la version non classifiée est simplement que c'est un moyen de faire en sorte que, par exemple, les torpilles aillent beaucoup plus vite qu'une torpille conventionnelle. Donc, cela changerait complètement l'équilibre des forces. Et quand on sait qu'évidemment, la dissuasion nucléaire repose en grande partie sur les missiles balistiques sous-marins, c'est pourquoi tout ce qui a un impact là-dessus est d'un intérêt capital et d'une préoccupation majeure. Parce qu'ils ont travaillé, et nous aussi, sur tout ça depuis très longtemps, d'accord? Des décennies, ça remonte aux années 70, et ça veut dire qu'ils le développaient probablement dans les années 60, n'est-ce pas? Et vous ne pensez pas que nous avons réagi? Et vous ne pensez pas que nous avons commencé à développer certaines de ces choses-là? Allons donc! Et observez attentivement ce petit dessin, ce croquis d'un sous-marin supercavitant théorique. Regardez de plus près cette image. Franchement, à quoi cela vous fait-il penser? Ça ressemble un peu à un ovni, non? Avec deux personnes à l'intérieur, ce qui est plutôt intéressant. C'est de face, n'est-ce pas? Comme si on le regardait de face. Mais bon, c'est assez intéressant. Si tu voyais ça arriver droit sur toi, tu penserais que c'est un disque sous l'eau, non? Je ne sais pas. Je dis juste qu'il y a d'énormes choses qui peuvent se déplacer sous l'eau. Et je suis sûr qu'on teste ça. Elles ne sont pas encore en service.
n'est-ce pas? On est en train de travailler sur ces trucs. Et bien sûr, on veut absolument garder ça secret. On ne veut absolument pas que qui que ce soit au courant de tout ça. Je veux dire, regardez ce que la NASA vient de publier. Ça se passe en ce moment. Le DiscSat de la NASA s'apprête à être lancé en orbite terrestre basse. 4 engins spatiaux en forme de disque démontreront une nouvelle technologie de petits engins spatiaux qui vise à réduire les coûts de mission et à étendre l'accès à l'espace. Ils l'ont lancé le 18 décembre. Je veux dire, on dirait qu'ils l'ont fait exprès. Ils ont mis des ovnis dans le ciel. Ils ont mis des soucoupes volantes dans le ciel, non? Franchement, la vache, non. Parle-moi de confusion. Je crois simplement qu'on mélange beaucoup de choses que nous sommes en train de développer, non en tant que nation, l'Amérique, et qu'on les confond avec les ovnis et les extraterrestres. Non, et c'est pour ça qu'ils y mêlent des drones et ceci et cela, vous savez. C'est comme, encore une fois, nous sommes ici pour parler des extraterrestres. Je pense qu'il y a d'autres formes de vie ailleurs et qu'elles sont potentiellement venues sur Terre et je veux en parler sans confondre notre propre technologie avancée avec ces phénomènes. Je veux dire, regardez ce qu'a dit Kristen Gillibrand, n'est-ce pas? C'est la même chose. Oh, et ça ne s'arrête pas là. Vous vous souvenez de Palmer Luckey? Je vous l'ai montré dans une vidéo avant. Il dirige une entreprise d'armement qu'il vend aux États-Unis, d'accord? C'est lui qui a créé l'Oculus Rift, un type vraiment génial. Écoutez ce dont il parle ouvertement. Ce n'est pas secret avec un journaliste à propos de la technologie de camouflage. À quelle distance pensez-vous que nous sommes des câbles d'invisibilité et de dissimulation? Et je ne parle pas du radar, hein, c'est la seule... Bien sûr. Vous voulez dire quelque chose comme le spectre visible? C'est en fait beaucoup plus facile. Oui, bien plus facile. Je peux dire qu'il est beaucoup plus difficile de se cacher des systèmes synthétiques. Donc, si vous parlez, par exemple, de radar ou de lidar, les gens sont en fait relativement faciles à gérer. Vous savez, NRL a un projet qui remonte à loin pour développer un camouflage optique pour le drone hélicoptère Ghost que nous fabriquons. Et c'est essentiellement un système de projection. Il regarde où est la cible, sait où vous êtes, regarde derrière vous et calcule les valeurs de luminance et de couleur qu'il faudrait pour correspondre à ce qui est entre votre cible surveillée et l'arrière-plan. Ça peut être le ciel, une montagne ou un nuage. Ce n'est pas si difficile et nos yeux n'ont pas une très bonne résolution. Vous savez, Ghost a un très étroit coupe transversale frontale. Donc, il a été conçu en partie pour être très bien adapté au camouflage optique. Donc, construire des drones invisibles à l'œil humain, aux portées où vous les utilisez. Ce n'est pas juste une hypothèse. NRL l'a fait en genre 2019-2020. Donc, c'est un drone Ghost, juste son corps, sans le train d'atterrissage. Ensuite, nous l'avons placé sur ce trépied et nous le testons contre le camion et aussi contre le ciel. Vous pouvez donc voir cette très légère perturbation et vous voyez comme c'est parfait et ça s'aligne. Vous verrez que le corps est aussi en train de copier le camion. Donc, dans ce cas, il était éteint puis nous l'allumons. Elle doit donc avoir une partie de lui-même comme le ciel et une partie comme le camion. C'est un problème de contraste très difficile à faire les deux en même temps. Si tout est dans les airs, c'est encore plus facile. Le fait est que le camouflage optique à spectre visible est en fait assez simple, mais quelque chose comme ça serait très facilement détecté par une caméra infrarouge, une caméra thermique, le lidar, le radar. Ainsi, le principal problème du camouflage optique et la raison principale pour laquelle on ne voit pas beaucoup d'argent y être investi dans la défense moderne, c'est qu'il n'est en fait pas si utile. C'est utile à contrer des adversaires humains qui ne disposent d'aucune autre technologie pour les aider et ce ne sont pas vraiment les ennemis que les États-Unis cherchent à arrêter de nos jours. Donc, par exemple, vous remarquerez que Ghost n'est pas équipé de camouflage optique. Tous nos clients en ont été informés. Ils l'ont vu. Leur argument est « Palmer, je ne vais pas affronter un tas de gars, vous savez, qui se promènent à l'œil nu et rien d'autre. Nous sommes préoccupés par des adversaires comme la Russie, la Chine et l'Iran qui sont armés de technologies de très haut niveau. Et ce sont les... » En fait, le camouflage optique, d'une certaine façon, le rend plus visible. Oui, tout à fait. Maintenant, il est temps de nous intéresser à George, Jeremy, Burchett, Burleson, Luna. Voyons un peu ce qu'ils ont à nous raconter. Représentant Burchett, nous vous avons entendu dire, dans une autre interview, que vous savez à peu près où se trouvent au moins 5 de ces bases et que vous savez pourquoi elles sont à cet endroit. Est-ce quelque chose au-delà du fait que c'est profond et caché, ou y a-t-il une autre raison pour laquelle ces bases d'OVNIs pourraient être là où vous croyez qu'elles sont? Je crois que c'est quelque chose de profond, de très caché. Je pense que certaines personnes en ont connaissance. Si en fait ils existent, je crois bien que oui. S'ils existent réellement, et encore une fois, j'apprécie qu'ils soient honnêtes à ce sujet, et j'apprécie qu'ils disent, je pense que c'est le cas. D'accord. C'est une conversation que nous pouvons avoir, n'est-ce pas? Chacun peut dire ce qu'il pense, mais nous devons commencer à nous baser sur ce que nous savons, n'est-ce pas? Cette conversation est séparer ce que nous pensons de ce que nous savons.
et j'ai discuté avec un trop grand nombre de personnes, et il me semble tout simplement que, compte tenu des connaissances scientifiques dont nous disposons et des capacités limitées de notre cerveau humain, qu'une entité capable de parcourir des années-lumière est tout simplement hors de notre portée. Donc, pour moi, il est plus logique que s'il y a quelque chose là-bas, cela devrait être quelque chose basé dans une zone spécifique. Mais où diable vont-ils bien pouvoir l'établir? Ils ne vont pas l'installer à Knoxville, Tennessee, ni à New York, ni, je veux dire, même en Amazonie, parce qu'avec les capacités satellitaires. Mais c'est profond, il est tout à fait logique que ce soit dans les eaux profondes que ça se passe. Bon, d'accord. Je comprends tout à fait son raisonnement ici, n'est-ce pas? Il dit en substance que s'il devait se trouver quelque part, il serait sous l'eau pour rester caché, en fait. Mais encore une fois, ce sont des êtres très avancés. Ils auraient forcément une technologie de camouflage, non? Mais on a des choses, non? Donc, il semble juste, ce n'est pas, ça ne peut pas être la raison pour laquelle tu penses que c'est là, n'est-ce pas? Encore une fois, il le pense, il ne le sait pas. Et c'est de là que tout vient. Toutes ces personnes pensent la même chose, mais le jeu du téléphone, ça commence à transformer le « je pense » en un « je sais » que ces bases d'ovnis sous-marines existent. Personne ne le sait vraiment, ils ne font que le croire. Et quelles sont les preuves qui ont pu conduire à une telle conclusion? Quelques observations isolées, quelques témoignages épars, par-ci par-là. Mais, je le répète, j'ai déjà prouvé qu'il existe des choses capables de se déplacer extrêmement vite sous l'eau, bien plus que vous ne pourriez jamais imaginer ou savoir. Et ça, c'est juste ce qui est publiquement accessible. Imaginez ce que nous n'avons pas publiquement à disposition. Et d'autres pays, des choses qu'ils testent, des choses que nous avons et dont vous ne saurez jamais rien. Tu penses que si quelqu'un voit quelque chose, fait une observation et dit j'ai vu un ovni, on va arriver à dire non, ce n'était pas un un ovni sous-marin, n'est-ce pas? Un ovni sous l'eau. C'était pour notre technologie de pointe que nous tentions de garder secrète. Mais nous ne voulions pas que vous répandiez cette histoire, donc on vous le dit, n'est-ce pas? Le gouvernement n'en a rien à faire que les gens parlent d'ovnis. Allez-y. Dites tout ce que vous voulez. C'est ainsi que tous ces livres sont approuvés, et que ceci est validé par Dobser et tout le reste, n'est-ce pas? Pour une diffusion publique. Parce qu'ils ne s'en soucient pas, car ce n'est ni réel, ni classifié, n'est-ce pas? Je veux dire, peut-être qu'une partie de tout ça est vraie. Je ne sais pas. C'est tellement difficile à dire parce qu'on entend des histoires vraiment intéressantes, n'est-ce pas? Et il y a des gens crédibles qui se manifestent et en parlent. C'est bien plus crédible que moi ou n'importe qui d'autre. Vous savez, je le comprends tout à fait, mais ce n'est pas suffisant, n'est-ce pas? Mais malgré tout, il y a des choses intéressantes. Un amiral qui se tenait juste ici dans mon bureau, je me souviens, juste avant qu'il ne sorte par cette porte, ce qui était un peu inhabituel car vous êtes déjà venu dans mon bureau, tout le monde entre par la porte normale. Mais lui, il voulait sortir par la porte de côté et alors que je le raccompagnais, il voulait éviter tout le monde. Il m'a juste regardé droit dans les yeux et a dit « Tim, ces choses sont réelles ». Je crois savoir de quel amiral il s'agit, potentiellement. On dirait le contre-amiral Tim Gallaudet, celui qui a témoigné. Mais ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il racontait tellement d'autres choses sur des podcasts ou d'autres plateformes, Twitter, peu importe. Et puis, une fois qu'il a témoigné, il n'a pas abordé 80% de tout ça. C'est comme, attendez une seconde, pourquoi n'avez-vous pas mentionné toutes ces choses quand vous témoignez sous serment? Parce que, encore une fois, ils ne savent pas, ils ne font que penser cela. Et j'ai dit, écoutez, je ne suis pas en train de dire que c'est la vérité absolue. Je dis simplement que, statistiquement parlant, c'est là que ce genre de choses s'est produit. Alors, immédiatement, ce qui se passe, c'est que des gars comme moi et Burleson se font ouvertement moquer quand nous avançons des choses pareilles. Mais me voilà à une fichue fête de Noël hier soir. Personne ne m'a posé la moindre question sur l'Obamacare. Personne ne m'a posé de questions sur la frontière. 3 personnes, oui, 3 personnes, et ce sont des gens instruits, viennent me voir et me disent « Hey mon frère, quelle est cette histoire avec les ovnis? » Ou alors ils me disent « Je suis un croyant, j'ai vraiment vu quelque chose. » Je ne peux pas l'expliquer. Et ils répondent « Merci. » Je traverse ce fichu aéroport à Washington, D.C. et je me retourne. Et là, un homme plutôt imposant s'approche de moi et me dit « Je ne dirai pas pour quel département il travaillait, mais il faisait partie des services de renseignement. » Et il m'a regardé droit dans les yeux et m'a demandé « Sont-elles réelles? » Et j'ai répondu « Je crois bien que oui. » Elle a dit « Mime, bon sang, je le savais. » Et Encore une fois, ce sont des anecdotes intéressantes et les gens veulent savoir parce que c'est intéressant. Vous vous exposez et vous en parlez et bien sûr, on ne devrait pas se moquer d'eux, n'est-ce pas? Je comprends ça, mais bien sûr, les gens sont intéressés. Nous sommes un peu curieux, comme tout le monde, n'est-ce pas? Mais au bout du compte, la curiosité ne vous mènera pas très loin. Des preuves seront nécessaires. Est-ce que quelqu'un est venu vous voir et vous a dit « Écoutez, il y a une bonne raison pour laquelle cela est resté un secret pendant si longtemps. Vous savez, d'autres présidents ont manifesté
manifester leur intérêt d'autres membres du Congrès au fil des décennies. Il semble y avoir quelque chose qu'ils utilisent en fin de compte pour dire à des gens comme vous, voilà pourquoi nous ne pouvons pas révéler la vérité sur ce sujet. J'ai vraiment eu ce moment, tu sais, de la gorge profonde, le moment, l'affaire Nixon, où elles viennent te trouver dans un endroit, tu sais, et j'ai toujours entendu dire qu'ils utilisent toujours quelqu'un, tu sais, qui est proche de toi. Et j'ai vécu ce moment. J'étais dans le tunnel et quelqu'un m'a vraiment choqué, est venu me voir et m'a dit, Burchard, il a dit, voulez-vous vraiment faire ça? Vous voulez vraiment bouleverser tout ça? Et il a dit, comment ça pourrait affecter, vous savez, la religion et toutes ces autres choses. Et vous savez, je reviens à Moskowitz. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Jared Moskowitz lors de l'une des premières conférences de presse. Jared, je suis jaloux de son cerveau parce qu'il a je veux dire, nous ne sommes pas d'accord politiquement sur beaucoup de choses, mais son cerveau est incroyable. Et il a dit, vous savez, cette arrogance de ces gens qui pensent que nous ne pouvons pas gérer ça. Je veux dire, d'accord, j'imagine que si j'étais Tim Burchard, je prendrais ça aussi très au sérieux, n'est-ce pas? Mais est-ce vraiment ce qui le pousse à se dire « Ah, il doit y avoir quelque chose là-dedans. Sinon, pourquoi ce type me dirait ça? » Pas vrai? Je veux absolument savoir qui c'est. Et quelles preuves ou quels éléments de preuve lui a-t-il fourni, à part simplement lui raconter cette histoire? Je veux dire, tu ne penses pas que ça va provoquer des complications, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Mais regardez, Jared Moskowitz, je suis d'accord, est quelqu'un de très sensé et de très raisonnable sur ce point. Je suis d'accord que toutes ces personnes sont ainsi, d'accord? Je pense qu'elles y croient d'autres, ils veulent vraiment voir quelque chose se produire et elles pensent qu'il y a quelque chose là. Je suis tout à fait pour qu'elles examinent ça, d'accord? Je ne voudrais pas avoir l'air d'une rabat-joie ici. Je suis vraiment contente qu'il se penche sur cette question. Et regardez, j'ai retrouvé cet extrait dont Tim Burchard parle de Jared Moskowitz lors d'une conférence de presse et voici ce qu'il a déclaré. Est-ce qu'on est d'accord que le gouvernement fédéral cache des informations aux Américains parce qu'il essaie de nous éviter l'anxiété sur toutes sortes de sujets? Je veux dire, s'ils peuvent le faire ici, qu'allons-nous leur permettre d'autres de cacher aux Américains parce qu'ils veulent nous contrôler et nous maintenir dans une bulle? C'est une pensée effrayante qu'ils ne nous fassent pas confiance. L'univers est un vaste endroit. Je veux dire, tout le monde apprend ça à l'école, non? L'univers est un vaste endroit. Notre système solaire est un vaste endroit. Nous découvrons des systèmes solaires bien au-delà. Et donc l'idée que le cerveau humain ne puisse pas tolérer qu'il puisse y avoir de la vie ailleurs, je n'accepte tout simplement pas ça. Et au bout du compte, je pense que l'audience porte vraiment sur des témoignages réels de personnes fiables. Et à mesure que la technologie s'améliore, que nos outils s'améliorent, nous capturons maintenant ces choses sur nos appareils portables. Et pourquoi l'armée et le gouvernement ne sont-ils pas honnêtes avec nous? Pourquoi le classent-ils de manière excessive? Pourquoi ne sont-ils pas transparents? Et je suis tout à fait d'accord. C'est très bien dit. C'est parfaitement juste. Et Jared Moskowitz a également exprimé cette opinion. Et à une époque où il est vraiment difficile de dire ce qui est vrai ou non d'un point de vue politique. Et donc, je ne sais pas vraiment ce qui est vrai. Je ne sais pas sur ce sujet. Mais je sais quand on nous ment. Et on nous ment, c'est certain. Il n'y a aucun doute là-dessus. N'est-ce pas? Et c'est quelque chose avec quoi je suis tout à fait d'accord. C'est censé. C'est ça qu'il dit. Je ne sais pas ce qui se passe, mais des gens mentent. So, n'est-ce pas? Il faut qu'on découvre ce que c'est. On doit savoir de quoi il s'agit. Ça pourrait être notre propre technologie avancée qu'ils essaient de cacher. Ça pourrait être qu'ils ont dépensé de l'argent de manière inappropriée. Il pourrait y avoir juste de la corruption. Je veux dire, c'est le gouvernement. Il y a clairement de la corruption. Et plus on creuse, plus on tombe sur de la corruption. J'en suis sûr. Ça ne veut pas dire des extraterrestres. Mais ça pourrait aussi signifier quelque chose que nous devons absolument élucider, quoi qu'il arrive, n'est-ce pas? J'ai toujours affirmé que, peu importe le résultat de cette affaire, il fallait examiner ces éléments. Donc, je suis tout à fait favorable à ce que nous examinions la question. Ryan pose. Je veux juste être prudent et ne pas partir du principe que ce sont des extraterrestres. Pose. Si vous mettez tous vos œufs dans le même panier en cherchant des révélations pour savoir si les ET sont réels sur cette planète ou plus généralement, vous risquez d'être déçus. N'est-ce pas? C'est pourquoi je soutiens la divulgation citoyenne. C'est pourquoi j'ai fait le documentaire, n'est-ce pas? Aller à la rencontre de vraies personnes qui prétendument sont en contact avec ce phénomène. Prenons cette voie. C'est là que je pense que nous aurons des conclusions plus fructueuses, disons. J'ai eu des conversations absolument incroyables. Puis il y a beaucoup de gens qui ne se manifesteront pas, ont des histoires parmi les plus incroyables. Ils ont travaillé pour un sous-traitant, d'un sous-traitant, d'un sous-traitant, n'est-ce pas? Et puis, ils travaillaient d'une manière ou d'une autre, ou ont été en contact avec ce sujet, ont rencontré un pan directement.
j'ai parlé à des personnes pour qui la communauté du renseignement a un certain niveau de crédibilité, de conviction qu'elles possèdent la capacité de parler, de communiquer mentalement avec des sortes d'entités. C'était une conversation dans mon bureau que je n'oublierai jamais. Je ne dis pas croire tout le monde à qui je parle, mais ce que je crois, c'est que ceux qui se manifestent et à qui je parle, eux, croient ce qu'ils ont vécu. Et je ne pense pas que, au bout du compte, c'est pourquoi je rencontrerai n'importe qui, vraiment n'importe qui. C'est quand vous vous impliquez dans ce sujet, vous le savez, il y a tellement de factions dans la communauté des PAN que des gens diront, eh bien, vous ne pouvez pas parler à cette personne, vous ne pouvez pas leur faire confiance et alors vous savez X, Y, Z. Moi, ce n'est pas ma façon de fonctionner. Je vais lui parler. Je ne vais pas, parce que, et si quelqu'un a un problème avec une autre personne, je n'ai pas ce problème directement avec l'autre personne. Donc, je vais leur parler et je vais les écouter, je vais les prendre au sérieux. Mais je vais aussi, je vais essayer de retenir cette information et d'une certaine manière de déterminer ce que l'on peut vraiment investiguer pour vérifier ce qu'ils disent. Et puis, quelle est la vérité au fond, n'est-ce pas? Et donc, je crois sincèrement que beaucoup de ces personnes qui se présentent sont de véritables patriotes. Et ils ont vu quelque chose qu'ils sont incapables d'expliquer. Je crois que les gens tirent souvent des conclusions hâtives. Et je suis arrivé à la conclusion que si c'est réel, si c'est vraiment un PAN, c'est probablement, et nous devons tous reconnaître ceci, que 99,9% des photos, des vidéos, des interactions que les gens ont ne sont probablement pas quelque chose d'extraterrestre. Cela ne signifie pas que peut-être, juste peut-être, ce 1% est réellement le cas. Mais je crois que nous devons admettre le fait que je pense qu'Elon Musk avait probablement raison en affirmant que si des extraterrestres existent, ils sont plutôt discrets. Je pense qu'ils sont plutôt doués pour se cacher. Oui, vous savez, c'est une réponse tellement sensée d'Eric Burleson. Je le pense. J'étais quasiment d'accord avec tout ce qu'il vient de dire, n'est-ce pas? Je pense que c'est ça. C'est l'extrait. C'est l'approche. Absolument. Parlons à tout le monde. Vous avez un problème avec ce gars? Je veux dire, je sais que ça se passe. Il y a toutes ces conneries, vous savez, qui se passent dans la communauté OVNI. Et c'est ce que les gens devraient réclamer, non? Les gens de la communauté OVNI, arrêtez de vous battre, de vous quereller, arrêtez toutes ces conneries, d'accord? Arrêtez tout ça. Ce type, je ne lui fais pas confiance. Ce type-ci, ce type-là, ceci, cela et tout le reste et toutes ces absurdités. Tout le gatekeeping qui se passe. Vous avez tous ces gens dans les communautés OVNI. J'ai des connaissances, mais je ne vais pas les révéler. Vous savez? Quoi? Je pensais qu'il monopolisait l'accès. Maintenant, c'est toi qui le fais, non? C'est comme, mais c'est une façon tellement insensée de l'aborder. Écoutez tout le monde, prenez tout en considération. Voyons ce qui se passe, mais combien de temps y consacrez-vous vraiment? N'est-ce pas? Surtout quand on pense que 99,9% de tout ça, ce ne sont que des foutaises. Pas des foutaises, mais simplement pas des extraterrestres. Vous comprenez? C'est juste quelque chose que nous allons devoir admettre. Et je suis d'accord. Je pense que beaucoup de ces phénomènes sont juste notre propre technologie avancée. Mais personne ne veut l'admettre. Personne ne veut admettre que son histoire n'est pas la vraie. Non, la mienne est bien réelle. Peut-être que le vôtre ne l'est pas, mais le mien est bien réel, n'est-ce pas? Ce serait génial de voir les gens dire, vous savez quoi? Je me suis trompé. Je pensais que c'était ça, mais en fait, c'est tout autre chose. On pourrait vraiment commencer à affiner les choses. Mais les gens ne voudront pas faire ça, surtout quand ils disent qu'ils peuvent parler mentalement aux extraterrestres, ce que j'ai exploré dans mon documentaire, dont vous verrez la bande-annonce ce lundi. N'est-ce pas? J'ai exploré ce sujet, pas auprès de fonctionnaires du gouvernement, mais juste des gens ordinaires, des gens de tous les jours. Alors, il y a peut-être quelque chose là-dedans, mais peut-être pas de la part de certaines de ces personnes. Je ne sais vraiment pas, n'est-ce pas? Et les ovnis et tout ça, qu'est-ce que les gens voient réellement, n'est-ce pas? Mais je pense vraiment que c'est une approche tout à fait sensée de la part d'Eric Burleson. Honnêtement, j'ai vraiment beaucoup apprécié cette réponse. D'accord. C'est même mieux. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé. Faites-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas, je crois vraiment qu'il y a quelque chose à ce phénomène. Je n'ai tout simplement pas tellement confiance en certaines de ces personnes qui s'en occupent du côté du gouvernement et qui vont voir ces membres du Congrès pour leur raconter toutes ces histoires, ainsi que celles de ces lanceurs d'alerte et tout le reste. Rappelez-vous, comme Eric Burleson l'a dit, probablement la grande majorité d'entre elles n'ont rien à voir avec les ET. Mais, comme je l'ai toujours, il nous faut juste qu'un seul cas soit vrai, n'est-ce pas? Alors continuons de creuser. On doit se retrousser les manches, rester vigilants. Voyons ce qu'on trouve. Très bien. Les meilleurs, on se retrouve à la prochaine. N'oubliez pas, chaque jour est un cadeau, les amis. Paix. J'habite sur l'île de Catalina. C'était il y a environ une trentaine d'années. J'étais sur le côté le plus reculé de l'île un matin.
bunch of lights towards Saint-Cloud, across the river. Et voir tomber dans l'océan. Et ils ont pris toutes sortes de couleurs différentes, comme le rouge néon, le vert néon, le jaune néon. Et j'étais complètement fasciné par ça. Et puis tout d'un coup, d'environ une trentaine de kilomètres de distance, il est arrivé droit sur moi en l'espace d'une seconde, ou même moins. Je l'ai juste regardé et puis on ne savait même pas quoi en penser. On aurait dit un jet avec quelque chose qui semblait être assis dans le siège du pilote, mais je ne sais pas. Plus tard,